Bonjour, bienvenue à tous dans ce Bibliogrill du mois d'avril, un Bibliogrill au cours duquel nous avons la chance d'accueillir une collègue venue du Canada, Roxane Tremblay. Roxane est en France dans le cadre de résidence culture, un programme supporté par le ministère de la Culture qui nous permet d'accueillir des collègues venus d'autres pays. Roxane effectue la plupart de son stage dans les bibliothèques de Montreuil, mais nous l'avons happée pour cette matinée afin qu'elle puisse nous parler de Montréal et plus particulièrement de Montréal-Nord, l'arrondissement dans lequel elle travaille, un arrondissement assez particulier qu'elle va vous présenter. Roxane, je te laisse la parole. Bonjour, oui, effectivement, je travaille dans le grand réseau des bibliothèques de la ville de Montréal. C'est un réseau qui comprend plus de 45 bibliothèques, un très grand réseau. Ensuite, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par arrondissement. Donc, moi, je travaille dans l'arrondissement de Montréal-Nord. L'arrondissement de Montréal-Nord comprend 4 bibliothèques. Il y en a 2 qui sont un peu plus grandes. Il y a la bibliothèque Henri Bourassa et la bibliothèque Julio-Jean-Pierre. Puis ensuite, nous avons 2 bibliothèques, une moyenne et une plus petite. La moyenne, c'est la bibliothèque Yves-Ryan et une plus petite bibliothèque s'appelle la bibliothèque Belleville. Il faut mentionner que la bibliothèque Belleville va fermer autour de 2026 car nous avons un projet de nouvelle bibliothèque qui va se nommer la bibliothèque Cœur Nomade. Donc, quand la nouvelle bibliothèque va ouvrir, la plus petite va fermer parce qu'elle n'est pas du tout aux normes des bibliothèques. Puis, il faut mentionner aussi la bibliothèque Cœur Nomade, c'est vraiment une très belle bibliothèque. Là. Vous pourrez voir des photos un peu plus loin. C'est une bibliothèque qui est gérée par 2 arrondissements. C'est une première à Montréal. Elle sera gérée par à la fois l'arrondissement de Montréal-Nord et l'arrondissement de Huntsic-Cartierville voisin. Donc, c'était un désir là d'offrir une bibliothèque dans un quartier un peu enclavé là, pour le service des bibliothèques. Alors, Montréal-Nord est un arrondissement à forte vocation sociale. Tu peux nous parler un peu de sa population, de ses particularités et faire le lien avec les actions que vous avez développées en direction de ce public? Oui, tout à fait. Il faut comprendre, Montréal-Nord, c'est un quartier qui est, comme le nom le dit, dans le nord de Montréal, un peu enclavé. Donc, même les services, même le transport en commun est un peu plus difficile d'accès, tout ça. Aussi, le service de la culture n'est pas développé comme dans d'autres quartiers. Donc, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre et tout ça. La culture constitue uniquement les bibliothèques et la maison de la culture. Donc, c'est pour ça que les bibliothèques sont très ancrées dans la communauté. C'est un arrondissement aussi qui a beaucoup d'organismes communautaires. Un arrondissement, c'est souvent la terre d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, il y a plus de 41% de personnes qui sont issues de l'immigration. On a aussi un fort taux de familles monoparentales qui sont la plupart du temps dirigées par des femmes, un taux de scolarité, un taux de diplomation assez faible et, bon, évidemment, quelques problèmes économiques. Il y a aussi souvent, malheureusement, on entend Montréal-Nord dans les nouvelles. Des fois, il y a quelques situations de violence et tout ça. Mais bon, je peux le dire de l'intérieur, c'est aussi un quartier qui est très vivant, très communautaire et tout ça. Et les gens qui y habitent sont très fiers d'y être. Et donc, les bibliothèques ont développé toutes sortes de services pour répondre aux problématiques spécifiques de cette population, j'imagine. Enfin, oui. Je sais. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Quand on travaille à Montréal-Nord, bon, mais comme je vous dis, à Montréal, évidemment, il y a de l'action sociale un peu partout, mais particulièrement à Montréal-Nord, parce qu'on est là pour une population qui en a besoin. Donc, il y a différents... pour vous expliquer, nous, on est 4 bibliothécaires. Au fait, il y a 7 bibliothécaires dans l'arrondissement qui desservent les 4 bibliothèques.
Juste pour mentionner, là, il y a pas, on n'est pas que 7 employés dans l'arrondissement. Là, on est plus de 67. Les autres employés, c'est des techniciens, des aides bibliothécaires qui vont plus travailler pour le service au public. Mais les bibliothécaires, c'est ça, on est 7. Il y a 2 chefs de section et une chef de division qui travaillent à la fois pour le service de la culture et des bibliothèques. Et finalement, nous, les 4 bibliothécaires qui sont divisés selon différents publics. Nous avons, dans ces 4 bibliothécaires, une agente de liaison qui va travailler spécifiquement pour les nouveaux arrivants. Donc ça, c'est un poste qui est vraiment spécial. Il y en a, c'est présent dans 4 arrondissements. Puis c'est un poste qui est financé par le ministère de l'Immigration. Voilà, le MIDI, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. Donc, c'est un poste qui est vraiment spécial. Ça a été ciblé dans les 4 arrondissements où il y avait le plus de population immigrante. Cette agente de liaison, nous, on a une agente de liaison à temps plein à Montréal-Nord, va vraiment travailler à la communauté. Donc, elle est là pour voir tous les besoins des nouveaux arrivants. C'est souvent des demandeurs d'asile, des demandeurs d'emploi. Elle va travailler aussi beaucoup avec les familles, par exemple, aider à l'inscription à l'école et tout ça. Elle va développer, l'été, par exemple, on a un club de lecture français langue seconde qui est très populaire. Elle va aider aussi à faire les examens de citoyenneté au Québec. Ça, c'est un service qui est très, très apprécié, des accueils particuliers pour les nouveaux arrivants. Donc, elle est vraiment en lien avec la communauté, avec les organismes communautaires. Elle va vraiment beaucoup plus se déployer sur le territoire, contrairement aux autres bibliothécaires. Oui, on se déplace, mais elle est vraiment engagée pour travailler dans la communauté. Bon, je pense qu'à l'issue de ta présentation, il y aura des questions là-dessus parce que c'est évidemment, on fait des choses pour les nouveaux arrivants, qu'on n'appelle pas du tout comme ça, mais c'est pas du tout structuré de la même manière et surtout pas financé par un autre ministère. Mais je garde ça pour les questions. Et alors les autres missions un peu sociales, pour les plus âgés, et puis ce que tu fais toi. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit tableau rapide et puis enchaîner sur la particularité de ton poste à toi? Oui. Oui, parfaitement. C'est ça. Outre l'agent de liaison, ensuite, on est 3 bibliothécaires. On a tous des missions sociales, évidemment, liées à notre public. Moi, je suis bibliothécaire jeunesse. Il y a, par exemple, la lutte contre la fracture du numérique. Moi, j'ai beaucoup de missions en lien avec, par exemple, je participe au plan d'action contre la violence conjugale, chose qu'on peut pas penser nécessairement d'un travail de bibliothécaire. Je vais travailler avec d'autres professionnels de l'arrondissement pour ces actions-là. Tout ce qui concerne les adolescents, les jeunes femmes et tout ça. À ce sujet-là, voilà, je vais vous expliquer le plan d'action ADS+. C'est un concept qui est très présent à la Ville de Montréal. Des fois, on va parler d'ADS+. Pas du tout en France. Alors, ADS+, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'explique. Des fois, c'est des trucs un peu savants, mais bon, je vais vous l'expliquer le plus simplement possible. Des fois, on parle d'ADS+, des fois, on parle de EDI, équité, diversité, inclusion. Ça, on connaît un peu plus. Oui, c'est ça, un petit peu plus, mais bon, il y a quand même des petites subtilités, des petites différences. Donc, depuis quelques années, on parle beaucoup d'ADS+. C'est un plan d'action à la Ville de Montréal, puis à Montréal-Nord, là, depuis, je dirais, 2019. On a eu là des actions très présentes. Ça fait partie de nos orientations principales à la bibliothèque. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Donc, c'est l'ADS+. C'est un processus et un outil d'analyse qui vise à lutter contre les discriminations existantes en tenant compte des droits et réalités spécifiques des personnes vivant plusieurs discriminations simultanément. Donc ADS, ouais, pour analyse différenciée selon les sexes. Voilà, analyse différenciée selon les sexes. Au début, ça s'appelait que ADS. Donc, c'était vraiment de s'assurer que les femmes, par exemple, avaient plus, c'est un concept un peu féministe, s'assurer que les femmes avaient plus de place par rapport aux hommes selon certains services municipaux. Puis, on a ajouté par le temps le plus qui réfère au concept d'intersectionnalité. Donc, oui, il y a, si c'est une femme ou un homme, il y a des différences là, parfois pour l'accès aux services. Mais si on est une femme racisée, handicapée, avec de la communauté LGBTQ+, par exemple, ben c'est des facteurs qui s'accumulent qui fait que l'inclusion est encore plus difficile pour la société.
Donc, oui, à Montréal-Nord, on a une communauté très vivante là, à Montréal et à Montréal-Nord d'ADS+. Il y a des représentants de tout. Juste à Montréal-Nord, on a des représentants ADS+, dans les sports, dans la division sociale et évidemment dans les bibliothèques. Donc, je suis représentante ADS+, en bibliothèque. Donc, Tu es la juste seule représentante ADS+, pour l'arrondissement ou pour la ville? Non, je suis la seule pour l'arrondissement, mais en bibliothèque. Donc, juste à Montréal-Nord, il y a plusieurs représentants dans toutes les divisions, là. D'accord. Et alors, concrètement, comment ça se traduit? Oui. Donc, c'est ça. Bien évidemment, on a eu plusieurs formations, des comités de réflexion avec tous les représentants de l'arrondissement. Il y a aussi des comités là à travers la ville. Puis, on réfléchit à nos services. Par exemple, en bibliothèque, c'est souvent les services et les animations. Est-ce que les heures, par exemple, vont convenir aux familles monoparentales, par exemple? Ça peut être, si on fait un lien justement avec l'agente de liaison avec qui je travaille beaucoup, elle a remarqué que des activités en ligne, parfois, ça peut convenir plus aux mères monoparentales qui peuvent faire des activités à la maison ou des formations. Donc, on va réfléchir sur les heures, sur la nature des activités, par exemple, la représentation. Bon, ça, je sais qu'on le fait de plus en plus, là, mais si les fournisseurs, les artistes, ils proviennent de toutes les communautés, par exemple, on représente là, toute la population, on va souligner certaines fêtes de certaines communautés, là, vraiment s'assurer que toute la communauté est représentée, tout le monde se sent apte là, et bien à participer là, à la vie culturelle de la bibliothèque. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet spécifique que tu aurais mené et qui permet d'illustrer, au-delà de ce que tu viens de dire, qui est déjà effectivement le signe d'une attention très précise à tous, mais voilà, une action particulière? Oui, effectivement, mais dès le début là, de nos comités ADS+, j'ai eu la chance de pouvoir partager mon expérience avec nous avons un club qui s'appelle Espace F, qui est un club pour adolescentes. Ce n'est pas tout à fait un club de lecture. On essaie de parler de lecture, mais on parle vraiment de tous les sujets. Je dois le spécifier que c'est pas moi qui l'ai créé. Ça a été créé en 2019. Je suis arrivée à Montréal-Nord en 2020. Donc, j'ai repris le flambeau là, du club Espace F. Espace F, c'est un club pour les jeunes adolescentes de 10 à 15 ans qui se réunissent toutes les 2 semaines. Puis, c'est un club qui a été créé, là, on n'a pas beaucoup de programmation pour adolescents. On essaie de développer ça. C'est pour ça que je suis ici en France, entre autres. Il y avait les jeux vidéo là, le vendredi soir qui était une activité très populaire à la bibliothèque, qui l'est toujours, mais elle était vraiment prise d'assaut par les jeunes garçons qui faisaient beaucoup de bruit, qui prenaient beaucoup de place. Donc, les jeunes filles ont demandé à avoir une activité pour elles à leur image. Donc, le club Espace F a été créé. C'est une animatrice qui est là, qui va gérer le club. Puis, elle a vraiment un contact privilégié avec ces jeunes adolescentes-là. Il faut comprendre qu'à Montréal-Nord, justement, au niveau de l'équité entre entre filles et garçons, c'est quand même difficile. Souvent, les jeunes garçons peuvent faire du sport, faire beaucoup d'activités sociales. C'est plus difficile pour les jeunes filles qui doivent garder leurs frères et sœurs. On dit qu'elles sont souvent parentisées. Les parents ont de la difficulté à les laisser sortir tard le soir. Donc, on a adopté nos heures. L'animatrice va prendre un contact privilégié avec les parents pour s'assurer là, les parents les laissent sortir et tout ça. Puis ensuite, ben, on fait des activités à leur image et tout ça. Puis ça amène, comme on dit souvent, là, le concept de safe space, espace bienveillant, où les jeunes filles peuvent s'exprimer puis peuvent vraiment avoir un espace là, de parole pour elles. Et donc, l'animation de ce groupe est confiée à une partenaire extérieure qui Oui. est choisie comment alors? C'est une animatrice, elle s'appelle Nelly Daou, on la salue, je l'aime, elle est vraiment super. C'est une artiste avec qui on collaborait beaucoup, on va fonctionner comme ça là, dans l'arrondissement, on a quelques auteurs, quelques artistes. Puis elle était déjà très ancrée dans la communauté, elle avait déjà fait plusieurs projets pour les jeunes, donc c'est venu d'instinct que c'était elle qui allait mener de main de maître ce beau club. Donc, ce groupe existe depuis déjà quelques années, mais les jeunes filles grandissent, peut-être oui. cessent, il doit y avoir un renouvellement. Ça continue de fonctionner, c'est pérenne?
Oui, on est un groupe d'une quinzaine de jeunes filles. C'est drôle parce que juste avant de partir, je suis allée faire un petit tour, puis il y a une jeune fille qui m'a dit, moi, je suis là depuis le début. Je n'en revenais pas. Donc, elle est Donc, arrivée à 10 ans et elle va en euh, avoir 15, quoi. tu sais, je dis 10-15 ans, hein, ça peut aller un peu plus loin. Je D'accord. sais pas elle avait quel âge, mais 2019, oui, ça fait 5 ans, c'est ça. Donc, Ouais. oui, c'est ça. Jusqu'à 16-17 ans environ, là. Oui, voilà. Mais sinon, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est ça aussi. Des jeunes filles viennent, elles en parlent à leurs amis et tout ça. Donc, nous, on va faire notre publicité, notre promotion, mais bien honnêtement, c'est vraiment particulier. C'est du bouche à oreille plutôt que justement, c'est une population souvent qui vont moins regarder la programmation culturelle. Des fois, la programmation culturelle, c'est les parents qui vont dire ah tiens, ça serait bien pour toi, bla bla bla. Là, c'est les amis qui se rencontrent le vendredi soir là, dans un espace bienveillant. D'accord, mais qui étaient amis avant. Enfin, à part la fidélité, qui est déjà un très bon signe, est-ce que vous évaluez un peu cette action? Est-ce que vous, vous mesurez ce que ça apporte d'avoir ce safe space pour les jeunes filles dans l'arrondissement? Oui, vous voulez dire à part la fréquentation, c'est ça, on a vraiment des beaux échanges. Moi, c'est ça, je parle régulièrement avec l'animatrice pour voir s'il y a des besoins qui ont été formulés auprès des jeunes filles. Comme je dis, c'est un club qui est à vocation participative, donc il y a des projets aussi qui sont menés. Éventuellement, là, il y a des créations de fanzines, on va faire venir des auteurs aussi. Donc, il y a vraiment des espaces de création aussi là, peuvent être créés. Puis, c'est ça, c'est de s'adapter là, aux réalités des jeunes filles. Puis, elle me dit là, régulièrement, il y a des confidences qui sont faites et tout ça. Donc, ça amène des échanges très intéressants. Et alors, vous avez une autre particularité dans le pays d'où tu viens, c'est que vous avez des populations autochtones qui ont longtemps été subi un sort que personne n'envie. Et donc, vous menez des actions particulières pour ces populations et leur culture. Est-ce que tu peux développer un petit peu la manière dont ça se passe? Oui, tout à fait. Dans nos orientations à la Ville de Montréal, c'est très important la valorisation de la culture autochtone. On a, entre autres, une bibliothécaire à la direction des bibliothèques qui travaille, qui a comme mission, elle a d'autres missions, mais elle a comme mission la valorisation de la culture autochtone. Donc, depuis quelques années, on a des événements, on va célébrer le mois de juin qui est le mois Joli autochtone. On a aussi la journée de la réconciliation en septembre des peuples autochtones. Donc, on va déjà, ne serait-ce que dans les vedettes matières, par exemple, il y a un comité de révision des vedettes matières. On n'utilise plus le mot indien. C'est un peu péjoratif et tout ça. Donc, il y a d'autres termes qui vont être utilisés. Les collections d'auteurs autochtones ont été grandement augmentées et tout ça. Donc, il y a une grande place. On fait des expositions, des présentations. Il y a évidemment des auteurs et des artistes autochtones qui sont mis à l'avant-plan aussi. Puis, un beau projet là, par rapport à la culture autochtone, il y a une bibliothèque qui s'appelle le Centre SADAC qui devrait ouvrir vers 2025. Donc, c'est une bibliothèque qui a été vraiment pensée selon la population environnante. C'est une bibliothèque qui va être dans l'arrondissement Ville-Marie, où il y a une population autochtone et malheureusement, quand on parle de population susceptible d'être discriminée, autochtone et souvent itinérante, sans logis. Donc, il y avait vraiment cette réflexion d'inclure, pour pas que ces personnes-là soient exclues de la bibliothèque, mais vraiment d'inclure cette culture-là dans la bibliothèque. Alors, une question vient d'arriver. Et alors, on te demande si tu peux citer une chose très différente que tu as pu observer lors de ton expérience dans une bibliothèque en France par rapport à Montréal, en termes d'inclusion, mais peut-être aussi d'autres choses qui t'auraient marqué. Très intéressant. Il faut comprendre que je travaille principalement dans les bibliothèques de Montreuil. Donc, je vais parler des bibliothèques de Montreuil. Je sais qu'on m'a expliqué qu'à Paris, ça peut être différent aussi et tout ça. Mais ce qui est le plus différent, je dirais, c'est que à Montreuil, par exemple, tous les employés vont être appelés bibliothécaires.
Donc, moi, c'est quelque chose qui est difficile Oui, à... c'est vrai, tu nous as dit il y a 7 bibliothécaires alors que vous êtes une soixantaine. Nous, jamais on Oui, dirait ça. Oui, oui. c'est ça, même à Paris, hein, tout le monde dit bibliothécaire, c'est Oui, ça. c'est le terme générique pour dire je travaille dans une bibliothèque et indépendamment de mon grade, et même de ma Voilà. fonction. Voilà. Ben, au Québec, c'est vraiment une profession réservée. Pour être bibliothécaire, ça prend la maîtrise de deuxième cycle. Puis, ben, c'est vrai que, puis on a beaucoup de population française aussi au Québec. Puis les gens vont avoir tendance des fois à dire, ah, la personne au comptoir, c'est la bibliothécaire. Puis, bon, on comprend ce qu'il veut dire, mais on dit, ben non, c'est pas la bibliothécaire. La bibliothécaire, c'est autre chose. Donc, oui, c'est ça. Il y a vraiment des Mmh. postes réservés, là. Les- Oui, j'imagine qu'on pourrait trouver l'équivalent, mais dans le langage, en tous les cas, c'est très différencié. Et est-ce que, les projets que tu as présentés ont rencontré une forme de résistance, que ce soit dans le public, peut-être dans les collègues, ou est-ce que c'est vraiment Mhm. culturellement très accepté et ancré? Je dois avouer que ça va plutôt bien. Oui, c'est ben, évidemment, oui, tout ce qui est au niveau de l'inclusion et tout ça, c'est toujours très bien vu et tout ça. Euh, J'essaie de voir là. Je ne sais pas, il n'y a pas quelques Mhm. masculinistes qui ont, râlé contre le club F? Non, non, mais on a même, je l'ai pas mentionné, hein, mais on a un club de lecture bande dessinée féministe. Donc là, ça c'est quelque chose ben, dont je suis très fière aussi. C'est pas moi qui l'anime non plus, c'est un projet citoyen, une citoyenne qui nous a proposé ça. Je dois avouer personnellement que j'aurais jamais osé lancer un club BD féministe de moi-même, même si c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, en me disant ben ça intéressera personne. Ben normalement, un club BD féministe, on voit ça dans des quartiers un petit peu plus artistiques et tout ça, pas à Montréal-Nord. Et Mais ça bon, fonctionne voilà. là. C'est la même chose que Espace F, hein. L'animatrice va aller chercher, va faire de la promotion et tout ça auprès des gens qu'elle connaît, tout ça, et petit à petit, ça grandit. Voilà. Mais sinon, je peux mentionner brièvement, bon, je pense qu'il y a eu ça en France aussi, là, toute l'histoire des heures du conte avec Drag Queen, qui fait partie de la DS Plus aussi. Ben oui. On a fait venir, on a une vedette à Montréal qui s'appelle Barbada de Barbade, qui est une drag queen qui fait des heures du conte pour enfants. On l'a fait venir ici à Montréal-Nord, mais elle avait déjà fait plusieurs heures du conte là, dans différents arrondissements et à la grande bibliothèque où ça a commencé. Euh, Ça a bien fonctionné à Montréal-Nord. Je peux pas dire qu'on a eu un très grand taux de participation, mais j'ai eu aucun commentaire négatif. Mais quand Aucun c'est déchaînement sur les réseaux sociaux, pas besoin de faire non, venir la police? ben non, pas chez nous, mais dans d'autres arrondissements, oui. Il y a eu l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent qui m'ont appelé. D'ailleurs, il y a une des bibliothécaires qui m'a téléphoné parce qu'elle disait oh j'ai peur et tout ça. Et effectivement, il y a eu quelques protestations dans certains quartiers, mais à Montréal-Nord, je pense qu'il y a des gens qui étaient peut-être pas à l'aise, mais ils sont juste pas. Euh, Quelqu'un de nos collègues voudrait savoir quel est l'impact de l'action, donc j'imagine du club F, mais peut-être d'autres. Quel est l'impact de l'action pour les jeunes filles sur les familles, sur les frères et les sœurs? Voilà, est-ce que ça diffuse au-delà de ce groupe? C'est difficile de voir un peu Mm. l'impact. C'est ça, nous, on est très heureux. Est-ce qu'il y a un impact au sein de la famille? Faudrait voir. Je sais pas. Peut-être plus long terme que 5 ans, quoi, Oui, effectivement. c'est ça. Oui. Mais c'est sûr que c'est un club où on essaie aussi de montrer, hein, c'est ça le but, c'est de montrer des modèles féminins inspirants. Il y a des choses aussi, on va faire de l'art, on va montrer des artistes. Souvent, à Montréal-Nord et peut-être dans d'autres endroits, comme c'est des fois une population plus défavorisée, ben le métier d'artiste est souvent moins considéré et tout ça. Donc, on essaie de voir que l'art, ben, on peut en faire un métier, mais on peut en faire aussi une pratique là, dans la vie quotidienne. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir sur ces postes financés ou cofinancés par une autre direction ou un autre ministère? D'abord, comment ça s'est mis en place? À l'initiative de qui? Est-ce que c'est du coup des collègues qui ont quand même des tâches liées à la vie de la bibliothèque et du service public, ou est-ce qu'ils font vraiment que de l'accueil des nouveaux arrivants? Et ensuite, combien de temps c'est censé durer? Est-ce que c'est pérenne?
OK. J'ai pas toutes les réponses à ça. Moi, ce que je sais, c'est que le poste est financé par le ministère là, de l'Immigration. Comme je dis, Alors, ministère de l'Immigration de la province de Québec ou c'est du le... Québec, oui, c'est Oui, ça. Oui, c'est ça. Je me suis notée ici, là. Voilà, oui. Pour ce qui est de la pérennité, par exemple, nous, à Montréal-Nord, notre agente de liaison, elle est permanente. Donc, tous les bibliothécaires ont une fonction permanente. Ça veut dire qu'elle ne perdra jamais son job. Donc, si jamais un jour, ça serait très étonnant qu'il n'y ait plus de financement parce que c'est vraiment un programme qui est très, très, très apprécié. Ils remplissent des rapports et aussi, c'est souvent facile d'avoir d'autres subventions quand on a ce poste d'agent de liaison, quand on travaille avec des nouveaux arrivants. Donc, elle va faire aussi beaucoup de projets spéciaux avec d'autres divisions, par exemple, où on a fait des projets numériques avec les adolescents dans les classes d'accueil et des choses comme ça. Donc, ça serait quand même étonnant qu'un jour, il n'y a plus ce financement, mais alors si là, jamais, elle ne perdrait pas son job. oui, d'accord. On est content pour elle, mais Oui. aussi pour les gens qui bénéficient de ce service. Et moi, je me demandais comment les bibliothèques, parce que c'est peut-être quelque chose qui nous manque, nous, en France, avaient été identifiées comme des lieux ressources et comme des lieux permettant de bien accueillir ces nouveaux arrivants et de leur offrir des services utiles. Est-ce que c'est le fruit d'un travail d'advocacy que nous, on ne saurait pas bien faire, ce qui n'est pas exclu? Est-ce que, au contraire, vos établissements sont déjà repérés? Enfin, c'était à l'initiative de qui? Comment ça s'est... Vous voulez savoir comment les bibliothèques ont été choisies pour le financement? Donc, c'est le ministère de Oui. l'immigration là a choisi, a demandé, a sollicité les bibliothèques? D'accord. Donc, Oui, 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 si vous voulez savoir pourquoi ça vient de la bibliothèque, je ne saurais pas tout vous dire, tout ça. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a 4 arrondissements qui ont été ciblés là, par leur fort taux d'immigration et c'est comme ça là, que les agents de liaison ont été. et ça existe dans d'autres villes? Je ne le sais pas. Il y a, si je compare par exemple la ville de Laval qui est très près de Montréal-Nord, on a une population qui est quand même assez qui se ressemble. Il doit y avoir des bibliothécaires qui ont des actions qui ressemblent, mais pour ce qui est du financement, je crois que c'est seulement à Montréal. Et alors, en parlant de financement, tu as parlé de ce financement-là qui permettait d'obtenir d'autres subventions. Donc nous, on est des enfants gâtés et globalement, enfin, gâtés peut-être pas, enfin bref, on a un mode de fonctionnement où on a des financements exclusivement publics, peut-être pas exclusivement, mais essentiellement. Et donc demander des subventions, avoir des subventions, on sait le faire, ça arrive, mais j'ai l'impression que c'est une autre culture chez vous. Ben, je dois vous avouer, moi, j'ai travaillé 10 ans dans un autre arrondissement. Ça fait 4 ans que je suis à Montréal-Nord. À Montréal-Nord, on est fort sur les subventions, Ouais. justement de par notre vocation sociale. Puis on travaille beaucoup avec d'autres professionnels qui, eux, sont peut-être plus habitués à demander des subventions avec les milieux communautaires et tout ça. Donc, ils nous ont apporté une certaine expertise aussi. Oui, c'est ça, on n'est plus... Moi, je crois que j'avais jamais demandé de demande de subvention avant. Mais à Montréal-Nord, c'est plus fréquent. Puis, c'est ça, quand on parle d'activités pour les jeunes avec les nouveaux arrivants et tout ça, souvent, on arrive à avoir plusieurs financements. On a eu un financement, par exemple, qui nous a même permis d'engager une ressource à temps partiel là, pour un projet là, d'accès à l'informatique là, pour les jeunes. Et donc, c'est un financement qui vient de qui? De Québec, je crois. Là, désolée, c'est pas Donc, moi qui ai fait la demande. oui, c'était ça mon autre question. Est-ce que toi, tu fais toi-même des demandes ou est-ce que vous avez quand même des postes dédiés à ce genre de travail? Non, malheureusement, c'est nous qui faisons nos demandes. Ça prend beaucoup d'énergie. Moi, par exemple, j'ai eu une subvention, ça c'est lié à la ville de Montréal. J'ai eu une subvention, par exemple, pour l'intégration des handicapés, des personnes en situation de handicap, les enfants à besoins particuliers. Donc, là aussi, j'ai eu une subvention. Des fois, on a une subvention aussi. Des fois, ça vient de la direction des bibliothèques qui nous font part Le de projet. demandes de subventions possibles. Des fois, ça vient en commun. Il y a des bibliothèques qui peuvent se rassembler pour avoir une subvention. Sinon, ça vient de chaque arrondissement. Des fois, les bibliothèques peuvent demander elles-mêmes une subvention. Des fois, il faut passer aussi
un organisme communautaire. Par exemple, nous, moi, je travaille beaucoup dans la petite enfance. On a beaucoup de comités. On a un comité d'éveil à la lecture et l'écriture où on a fait une subvention d'un programme qui s'appelle Réseau Réussite Montréal, qui est très présent là, pour la valorisation de la lecture. Donc, on s'est associé à la bibliothèque, les écoles, les organismes communautaires, le CLSC, qui est un centre de soins de santé pour toute la population. Donc, on s'est associé pour on a reçu une subvention pour engager une agente d'éveil à la lecture et l'écriture, donc pour favoriser la lecture dans tous les milieux. Puis, chose intéressante, c'était pas demandé au départ, mais cette nouvelle agente qu'on vient d'accueillir, elle est formée en EDI, équité, diversité et inclusion. Donc, c'est même un bon soutien, évidemment. Oui, c'est ça. Alors, parce que c'est un programme d'études aussi. Ouais. Pardon, tu avais préparé des photos pour illustrer un peu. Je te propose qu'on prenne, même si le temps est écoulé, mais on va prendre quand même le temps de montrer ces photos, si la régie veut bien les lancer. Et en même temps, alors peut-être tu peux commenter ou peut-être, Oui. en fait, non, le plus intéressant, ça serait peut-être que tu nous dises comment, donc tu nous as parlé de la grande bibliothèque que je traduis par BANQ, donc qui est une bibliothèque nationale. On comprend qu'elle joue un peu le rôle de tête de réseau ou de bibliothèque centrale pour la ville. Est-ce que tu peux nous dire, et puis tu as parlé de direction des bibliothèques, est-ce que pendant que les photos défilent, tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes organisé au niveau de la ville? Bien, il faut comprendre que la BNQ, on travaille avec eux, évidemment. Ça fait partie des bibliothèques là, du Québec, très important. Mais c'est un autre réseau. La BNQ est financée par le gouvernement du Québec et tout le réseau de la Ville de Montréal, c'est le budget des municipalités de la Ville de Montréal. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment deux réseaux différents. On n'a pas de bibliothèque centrale au sein de la Ville de Montréal. Par contre, on a la direction des bibliothèques, qu'on appelle souvent la direction des programmes aux arrondissements. Donc là, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, il y a des bibliothécaires qui vont travailler sur différents projets, qui vont nous proposer des animations, des choses comme ça, des demandes de subventions, des formations. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut voir d'autres photos que celles qui étaient affichées? Voilà, comme donc, ça. oui, on avait la bibliothèque Henri Bourassa. Oui, c'est ça. On avait la bibliothèque Henri Bourassa, qui est une de nos plus grandes bibliothèques, plus fréquentées. Ensuite, on a la bibliothèque Julio Jean-Pierre. Ce qui est particulier, elle est un peu plus dans l'Est. C'est vraiment un grand centre d'action à Montréal-Nord. Puis la bibliothèque Julio Jean-Pierre, elle est annexée à la Maison de la Culture. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement en France. C'est ça. Nous, c'est divisé vraiment. Il y a la Maison de la Culture qui va présenter des pièces de théâtre, des choses au public. Puis les bibliothèques, puis on travaille vraiment ensemble, là, les services de la culture et des bibliothèques. Mm. Donc, c'est un peu le pôle culturel du quartier. Bibliothèque Yves Ryan, où se trouve mon bureau. Celle-ci sera en rénovation bientôt. D'accord. Puis, la petite bibliothèque Belleville que je mentionnais, ça, c'est vraiment une micro-bibliothèque. C'est un sous-sol de chalet de parc. Puis, c'est ça qui va disparaître là, pour faire place à la bibliothèque Cœur Nomade. Et la bibliothèque Cœur Nomade, je crois qu'on a quelques prévus. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des vraies images, c'est vraiment le plan d'architecture proposé par les architectes. Ça donne très envie. Oui, ça va être vraiment magnifique, oui. Puis, ce que je peux mentionner, elle a déjà gagné là, quelques prix d'architecture pour le concept. Puis, le nom Cœur Nomade, ça a été nommé d'après une œuvre de Dany Laferrière, qui est très présent aussi dans le quartier. Donc, une œuvre qui s'appelle D'autres rives. Là, il y a un terme Cœur Nomade. Donc, c'est la bibliothèque aussi de l'interculturalisme, des populations et tout ça. Merci beaucoup, Roxane. Je sais qu'on pourrait faire un bibliogrill entier sur les prix d'architecture gagnés par les bibliothèques. J'aimerais bien. Il va falloir qu'on s'arrête là. Je te remercie infiniment de ta présence. Je remercie aussi la régie pour leur soutien. Et je vous donne rendez-vous à tous le mois prochain pour un nouveau bibliogrill. Merci encore, Roxane. Un grand merci.